Bonjour les amis, ici Fabrice Beno, auteur best-seller et coach en nutrition, motivation et perte de poids. Je suis ici avec mon ami Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut Fabrice. Alors on a fait une petite interview il y a quelques temps de moi pour parler du jeûne intermittent et de tous les bénéfices qu'on peut en retirer. Et j'ai été vraiment intrigué par ton travail Jean-Pierre par rapport à l'énéagramme. Et je me suis dit vraiment ce serait super sympa qu'on refasse une interview sur l'énéagramme afin que toutes les personnes qui se posent les mêmes questions que je me suis posées puissent en bénéficier. D'accord. Alors, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ben voilà, je m'appelle Jean-Pierre Vastorez. Je suis en retraite d'un beau métier que j'ai exercé pendant 35 ans, de sapeur-pompier. Je me suis formé dans deux domaines qui sont un peu des passions pour moi, que sont l'énéagramme et les neurosciences. Voilà, c'est deux choses que je fais. Alors, je fais des conférences, je fais des formations, et là, je me suis lancé, j'ai commencé à faire du coaching individuel. C'était pas quelque chose que j'avais prévu au début, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc, voilà, moi, je l'ai pris en compte. Je fais aussi du coaching individuel. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation sur une partie qui est de ce que je fais et que j'enseigne, qui est l'énéagramme. Merci Jean-Pierre. Donc, c'est vrai que l'énéagramme, on en entend parler un petit peu partout. Alors, il y a des gens qui connaissent ce que c'est, d'autres qui savent pas de quoi il en retourne. Comme moi, un petit peu néophyte au départ. Mais je ne te cache pas que j'ai adoré. Donc, en fait, la première question qui me vient à l'esprit, et que peut-être beaucoup de gens qui nous regardent se posent, l'énéagramme, c'est quoi, en quelques mots? Ou plus approfondi? Alors, comme tu veux. Alors, l'énéagramme, d'abord, je vais en donner une définition simple. Alors déjà, il y a la définition du mot énéagramme. Énéa, 9 grammes point. Figure, c'est une figure à 9 points, qui est en forme de cercle. Et nous avons 9 chiffres autour de ce cercle. Et tous ces chiffres représentent un profil ou un type, ou une base. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle des personnalités qui ont été construites et qu'on a transformées en base, et qui sont au nombre de 9. Je les nommerai tout à l'heure. D'accord. L'énéagramme, et si j'en donnais une définition, et surtout quelle est l'intention de l'outil, c'est d'apprendre à se connaître. Quelle est la base que j'ai développée parmi ces 9? Comment je fonctionne avec cette base, c'est-à-dire que c'est de la connaissance de soi, et comment je peux mieux rentrer en relation avec l'autre, en sachant que peut-être l'autre s'est complètement construit différemment de moi. D'accord? Donc, l'intention quand même de cet outil, c'est de se connaître soi, mieux comprendre l'autre et de mieux vivre en relation avec l'autre. D'accord, et oui, parce que lorsqu'on se connaît mieux soi-même, on a tendance à mieux communiquer, à mieux être avec les autres. C'est vraiment, oui, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Alors, par rapport à ça, l'énéagramme, comment est-ce que ça peut m'aider dans ma vie de tous les jours? Je pense que vous posez, certaines personnes qui regardent se posent aussi la question. Comment dans ma vie, l'énéagramme va changer, en positif bien sûr, peut-être alors mes comportements, peut-être ma façon de penser. Qu'est-ce qu'il va m'apporter l'énéagramme? Alors, comme je disais tout à l'heure, il va apporter d'abord une première chose, c'est de la connaissance de soi. Parce que si j'ai développé qu'une facette de moi-même dans les 9 profils de l'énéagramme, je vais simplement continuer à placer mon énergie de la même manière, avoir ces réflexes conditionnés qui parfois souvent vont me desservir parce que je vais toujours agir de la même manière. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir quand même que dans la personnalité que j'ai développée, il y a quand même des bonnes choses, des choses qui sont positives, donc je suis spécialiste. Alors, l'interaction que ça peut jouer, c'est au niveau relationnel. Pardon. C'est-à-dire que dans mon couple, ça va avoir une interaction au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau des gens qui managent les équipes, au niveau de la relation par-enfant, au niveau de la relation amicale et bien sûr de la relation à soi. D'accord. Alors, c'est simplement de mettre à la conscience ces réflexes qui sont toujours là et qui vont me mettre toujours en difficulté. Alors, simplement, je cite par exemple ma propre base. Moi, j'avais tout le temps tendance à faire plaisir, à dire oui. Ça fait partie de ma propre base, qui est la base 9. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. J'avais du mal à dire non.
Et en disant oui aux autres, je me mettais en difficulté, je me mettais dans des situations très difficiles. Ça, c'était pour ma propre base. Mais on peut avoir développé une autre base. Le fait, c'est de la repérer pour éviter d'avoir cette redondance et de fonctionner toujours en pilote automatique. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans ma carrière de pompier, j'étais officier sapeur-pompier, je manageais des hommes, et en tant que spécialiste, entre guillemets, de l'énéagramme, je me suis dit, tiens, mais je vais l'utiliser dans les casernes de pompiers, je vais étudier un peu les profils. Et c'est vrai que ça a eu un effet au niveau relationnel parce que je n'interagissais pas, je ne rentrais pas en relation de la même manière avec cette personne et une autre personne. Je prenais en compte ce que je percevais de l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne cadrais pas, ça ne veut pas dire que je laissais tout faire, c'est-à-dire que je la prenais en compte dans ce qu'elle était. Et ça avait un impact au niveau de mon management en tant qu'officier. Voilà ce que je peux te dire déjà. D'accord, bah, c'est déjà très bien, c'est déjà très très bien. D'accord. Et par rapport à tout ça, oui, donc tout le monde comprendra que l'énéagramme, c'est vraiment, au départ, pour faire très très simple, hein, parce que c'est pas mon domaine d'activité, c'est vraiment se connaître soi-même. Et d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris, souvent il y a des personnes qui sont, par exemple, sur un, comment tu appelles ça, un chiffre, enfin une base. Voilà, une base, exactement, sur une base, mais qu'ils en sont pas vraiment conscients, quoi, en fait. Et c'est ce qui est assez dommage, c'est ce qui pose problème, parce qu'une personne qui va connaître sa base va essayer de travailler dessus, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas leur base. Tout à fait. Voilà. Et donc par rapport à ça, je ne sais pas si tu veux dire un mot par rapport à ça. Si, justement. Voilà. En fait, c'est vrai que l'énéagramme, c'est un outil très simple qui peut pratiquement accompagner d'autres outils. D'accord. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. On va simplement les citer, les 9. Hein. Il y a le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantico-tragico, l'observateur, le loyal sceptique, l'épicurien, le chef et le protecteur, c'est le même, hein, et le 9, le médiateur, qui est ma base. Si j'ai surprivilégié une de ces bases, que j'ai construite depuis tout petit, et qui à l'âge de entre 15 et 20 ans commençait à se structurer, je vais rentrer dans la vie en fonctionnant toujours de la même manière et en me privant d'aller consulter d'autres facettes et peut-être des talents cachés que j'ai au fond de moi, parce que je fonctionne en pilote automatique. Et souvent, la base, elle a été construite pour simplement, alors c'est pas tout le temps, elle a été construite pour se protéger, quand on était enfant, de quelque chose peut-être qui nous faisait souffrir, pour se suradapter à l'extérieur. Et je vais fonctionner avec cette personnalité. Sauf que quand je commence à la mettre à la conscience, je commence à évoluer. Et quand je commence à évoluer, je peux consulter d'autres facettes de moi-même qui sont peut-être un peu endormies au fond de moi. Super. Ah bah là, c'est très très bien expliqué. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Parce que moi, personnellement, avant qu'on se rencontre, c'est vrai que je ne connaissais pas, je connaissais de nom. Et quand on en a parlé, je me suis dit, waouh, c'est quand même très 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 intéressant d'aller un petit peu plus profondément sur soi-même, se connaître et pour justement avancer et apporter notre pierre pour un monde meilleur, comme dirait un certain ami qui s'appelle Martin Latulipe, que tout le monde connaît. Voilà. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, ça fait peut-être un petit peu rire, je me suis fait un petit peu rire, je me suis dit, alors quand on est spécialiste de l'anéagramme, est-ce qu'on va pouvoir, alors justement par rapport à ça, se baser sur l'anéagramme pour, par exemple, chercher, trouver le collaborateur idéal, l'âme sœur, la personne qui va partager notre vie. Est-ce que c'est possible ou c'est exagéré? Alors, c'est à la fois faux et à la fois vrai en même temps. On va simplement ramasser la petite boule, là, parce qu'on a perdu la petite boule du micro, mais il n'y a rien de grave, hein. On la remet. Nickel, super, impeccable. Alors, je disais, c'est à la fois faux et à la fois vrai. C'est vrai que dans ce qu'on a développé en tant que base, énéagramme, il y a des bases qui vont être prédisposées pour faire certaines choses. D'accord. Par exemple, si je prends la base 8, qui est le chef et le protecteur, il sera plus prédisposé. Il sera plus prédisposé pour manager, parce qu'il a plus de facilité à trancher. La base 3 aussi. Mais ça ne veut pas dire que les autres bases ne pourront pas le faire. Bien au contraire. Sauf qu'il va falloir faire un travail sur soi. Moi qui suis un médiateur, une base 9, quand j'étais officier, j'avais du mal à dire non. Imaginez-vous, quand j'étais avec certains pompiers, il fallait que je leur dise non.
en tant qu'officier. C'était compliqué pour moi. Et ça m'a demandé de travailler sur moi. Alors que j'avais un de mes collègues officiers qui était plutôt d'une base 8. Lui, il tranchait dans le vif sans aucune culpabilité. Ouais. Et c'est ça la petite différence. Mais en faisant ce travail sur soi, en mettant la conscience que parfois on peut pas toujours dire oui, ça m'a obligé à travailler sur moi. Et ça n'a pas fait de moi un plus mauvais officier. Après, pour l'âme sœur, dans le couple, parce que c'est souvent en conférence qu'on me pose comme question, on me dit ah oui, dis donc Jean-Pierre, je suis de cette base, je pense, quelle serait la meilleure base qui s'adapterait à moi? Eh bien, je dirais que toutes les bases vont s'adapter à vous. Sauf que quand c'est dans la conscience, par exemple, si c'est un couple qui se met en place et que ils font un travail sur l'énéagramme, elle sait que les bases 6, c'est le loyal sceptique, c'est souvent celui qui est dans ses peurs, et avec une base 7, qui est l'épicurien, qui est toujours le festif, je le détaillerai peut-être un petit peu tout à l'heure. D'accord. Tous les deux, s'ils ont fait ce travail, il y a quelque chose qui sera fait dans la conscience, et ça donnera ça fera pas tout dans le couple, mais ça donnera un plus. Ça peut souvent dédramatiser beaucoup de problèmes, enlever beaucoup de problèmes dans le couple, parce que ça met à la conscience des choses qui sont dans l'inconscient. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Mais dire, c'est vrai que je peux pas répondre à cette question, dire ah ben la base 3 va mieux être avec la base 6, ça serait faux. Toutes les bases peuvent être ensemble, sauf que à travers ce travail, je mets les choses à la conscience et ça peut aider beaucoup de choses. Ça peut aider aussi au niveau du professionnel. Par contre, souvent ce qu'on me pose comme question, c'est vrai que dans un cabinet de recrutement, on aura peut-être besoin de quelqu'un de très pointilleux, qui aille dans le détail, qui fasse du travail super. Alors c'est vrai que peut-être la base 1, celui qui est le perfectionniste, sera peut-être bien dans cet emploi. C'est peut-être celui qu'on doit peut-être le plus détecter. Mais peut-être que celui qui viendra, qui sera peut-être pas de cette base, en faisant un travail sur soi, il arrivera peut-être à capter cette énergie du détail et de la précision et du travail bien fait. Ah d'accord, merci. Je te remercie Jean-Pierre. Ah oui, c'est quand même déjà... Oui, donc l'énéagramme, on peut l'utiliser vraiment dans beaucoup de domaines, quoi. Et ça, c'est ce qui fait sa force. Et du coup, l'énéagramme, est-ce qu'on peut l'utiliser alors du coup, n'importe où, n'importe quand? Est-ce que faut mettre des choses en place ou est-ce que c'est très facile à mettre en place? Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça? Mettre en place, c'est-à-dire, précise un peu, tu veux dire... Alors mettre en place, voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser, je veux dire, n'importe où, n'importe quand, comme ça, tout de suite en discutant avec quelqu'un, une fois qu'on a appris, une fois qu'on a... Voilà, est-ce que tout de suite en discutant comme ça, comme on le fait à l'instant, est-ce qu'on peut tout de suite voir un petit peu la personne, ça devient beaucoup plus facile, quoi, par rapport à ça? Alors, je dirais que, en restant simple, hein, ouais. J'ai animé beaucoup de stages, je l'ai étudié, je l'ai approfondi. C'est vrai que tout de suite, oui. Chez moi, parce qu'il y a toutes les caractéristiques de la base, énéagramme, mais il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est l'énergie que dégage la base. Souvent, elle dégage une énergie. Par exemple, quand vous êtes en face d'une base 7, l'épicurien, pour qui tout est gourmandise, tout est joie, tout est opportunité, tout est positif pour lui. Quand vous l'avez en face de vous dans une relation, vous le sentez tout de suite. Vous le sentez parce qu'il dégage des vibrations, vous êtes bien avec lui. Ça, c'est le propre de cette base. Il est comme ça, il s'est construit. Parce que pour lui, tout est opportunité dans la vie. Et quand vous êtes en sa présence, s'il y a un problème, il n'y a rien de grave, il n'y a que des solutions. Okay. Et il est là et il va vous dégager ça et vous allez le ressentir. Alors quand on est un peu affûté, on le sait. Par contre, quand vous êtes en relation avec lui, ça c'est juste pour l'exemple, parce que j'ai un pote à moi qui est comme ça, qui est base 7, et souvent on a discuté tous les deux, et il a fait un travail avec moi sur l'énéagramme, c'est qu'il peut prendre des multiples engagements, et des fois, dans les multiples engagements, il va trier, il y en a qui ne vont pas tenir du tout. Et les gros, il va les tenir. Et il ne faut pas le lâcher quand on l'a. Il faut le tenir, on ne le lâche pas. Voilà, c'est ça. Mais il va dégager cette énergie. Vous êtes avec, par exemple, une base 8, qui est le chef, le protecteur. Lui, il dégage une énergie très forte, parce que dans la relation, il ne veut pas être dominé. Donc, on le sent. On sent cette énergie. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est comment rentrer en relation avec eux. Voilà. C'est comment je rentre en relation. Alors, on va pas tous les faire, mais par exemple, si je prends la base 8, il faut pas que je rentre. Il aime bien la confrontation, mais il aime pas la domination, ce qui est pas pareil. D'accord. Alors là, il va falloir... Moi, j'avais un collègue officier qui est de cette base.
je ne rentrais jamais dans la domination, mais je pouvais me confronter dans des points de vue en restant calme avec lui, et la relation tournait super bien. Par contre, quand les gens qui étaient essayaient de le dominer, automatiquement, vu que lui, c'était pas la conscience encore, automatiquement, c'est réactif avec de la colère. Ah, d'accord. La base 7, par exemple, si on le sent, il va falloir dans la relation lui dire attention, cet engagement est important pour moi. Il va falloir le tenir. Ça peut, par rapport à ta question, on peut par exemple dire à une base 1 qui est un perfectionniste, celui qui va dans le détail, qui lâche pas et tout. Mais par contre, il a des choses bonnes parce que l'amour du travail bien fait, le cadre, le respect de l'horaire, de la ponctualité, c'est pas des défauts. Sauf qu'à un moment donné, peut-être dans la relation qu'on aura avec lui, c'est de lui dire il faut lâcher prise. Lâche, tu verras demain. Parce que c'est son gros travail à la base 1, c'est vraiment de lâcher prise. Ce qui est important à savoir, c'est de connaître sa base. Ça, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la prise de conscience, et c'est surtout quel va être le chemin d'évolution de la base. C'est ça qui est important. Vers quoi je dois évoluer pour me sentir mieux dans ma vie. Super, super. Alors Jean-Pierre, on va parler un petit peu de toi, on parle de toi, de l'énéagramme, et là on va rentrer un petit peu plus dans ton travail, hein, comment tu utilises l'énéagramme, comment tu travailles avec. Et est-ce que tu organises des stages, des conférences, des réunions, est-ce qu'on peut te trouver, est-ce que c'est possible de savoir un petit peu si des personnes sont intéressées, de venir faire un stage avec toi ou te voir en conférence. Moi, personnellement, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui seraient intéressées par cette question. Alors, là, bientôt, je vais faire une conférence sur Montbrison, qui est une petite ville à côté de Saint-Étienne. C'est le 2 décembre. Et puis, une deuxième, parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, il va y avoir une grosse conférence sur la ville de Roanne, qui est à côté, là, sur les neurosciences. Simplement, il y a une question, peut-être pour les gens qui nous regardent. Qu'est-ce qui m'a amené à faire l'énéagramme? Qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans? Pour moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a amené? C'est la question que j'allais te poser. Super. Et je me disais, mais t'as toujours les mêmes réflexes, tu fais plaisir, t'oses pas dire non, et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans ces difficultés? Donc j'ai fait un travail sur moi dans d'autres domaines, mais j'ai trouvé que l'énéagramme m'a simplifié les choses. C'est-à-dire que maintenant, parce que dans mon parcours, j'étais dans une famille où j'avais un père qui était violent. Alors voilà comment on peut se construire, par exemple, quand on est enfant. J'avais un père qui était très violent, j'en avais peur, et moi j'avais adopté, on peut dire que c'est une stratégie pour être tranquille. Je vais rester en harmonie avec lui et toujours lui faire plaisir pour que tout se passe bien. Et ça, je l'ai développé, j'ai grandi avec. Et je l'ai mis dans mes cellules de mon corps, en mémoire. Je l'ai mémorisé au plus profond de moi. Et plus tard, à l'âge adulte, qu'est-ce que je faisais? Je reproduisais la même chose. Parce que pour moi, dès qu'il y avait une contradiction, qu'il y avait conflit, il y avait la résonance du père en face. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc ça m'a un petit peu... ça a été mis à la conscience. Donc, il faut se dire que c'est pas facile, parce que pour le changer, il faut du temps. Maintenant, j'arrive plus facilement à dire non. Et quand j'ai du mal à dire non, je prends un temps de recul pour réfléchir et de se dire, est-ce que c'est une priorité pour moi? Non. Est-ce que tu veux vraiment le faire? C'est un désir, ou alors tu fais plaisir? Et là, si vous voulez, dans ma réponse, quand je dis non à l'autre, ce que je dis toujours, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. C'est sur ma priorité. Voilà. Et pour revenir à ta question, c'était si on peut faire des stages avec moi, oui. Alors, je fais des conférences. J'en ai fait une à Montbrison, j'en ai fait plusieurs à Montbrison, à Roanne, ça se développe. Et souvent, je l'associe aux neurosciences, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, justement, je voulais commencer. Et moi, j'organise stage. Donc, je fais le M1, le M2. Alors, ça peut aller jusqu'au M3, M4, M5, ça veut rien dire, ça vous dit rien pour vous. Mais le M1, c'est sur un week-end, alors, je vais faire des exercices, j'ai des gens avec moi, on fait des partages. Les gens partagent en eux, parce que si vous voulez, l'énéagramme, on dit que c'est une transmission orale. Il n'y a rien de mieux. Alors bien sûr qu'il y a des livres, bien sûr qu'il y a des tests, mais quand on est dans un partage, dans un groupe, il y a le groupe et moi qui encadre le groupe à côté, qui est porteur, et c'est ce qui nous permet d'aller découvrir et de nous aider à découvrir notre base. Alors il y a la partie conférence, donc dans la partie conférence, je nomme toutes les bases et je donne quand même des pistes
pour que les personnes puissent repartir avec quelque chose qui soit de l'ordre de leur évolution. Et puis en stage, je fais travailler un petit peu plus profondément. Donc au départ, le premier week-end, c'est pour la découverte de sa base. Et après, on pousse sur un M2 qui est sur un travail relationnel entre les différentes bases. D'accord, parce que le principe, en fait, au départ, vraiment la base de la base, c'est vraiment connaître déjà sa base, en fait. C'est vraiment le début, c'est ça. C'est ça. On passe par et en prendre conscience, pardon. Et en prendre conscience, voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que quand on le fait en groupe, on arrive à partager avec l'autre, et l'autre nous renvoie à nous-mêmes. Donc il y a des déclics Alors des fois, les gens peut-être repartent du stage simplement en ayant éliminé plein de bases, en ayant 2 ou 3, et puis ça continue à s'éclaircir. Là, bientôt, dans quelques jours, je vais mettre un petit exercice sur Facebook. Je vais le joindre avec des pieds joints que les gens feront. Ça sera des textes. Et il faudra que ces textes soient lus par la personne, voir dans quel texte elle se retrouve. Ils seront dans le désordre pour qu'on trouble tout le monde. Le faire lire à la famille, le faire lire aux amis, à tout le monde. Et où on se retrouve. Et comme ça sera. Les gens me répondront, me diront, tu vois, Jean-Pierre, je suis dans tel texte. Voilà. Donc je dirai, voilà, c'est la première approche. Vous êtes peut-être dans cette base-là. Après, j'en enverrai un deuxième, qui est un test humoristique, qui est quand je suis devant ma glace, devant mon miroir, avant une soirée, à quoi je pense? Il y a une bulle. Et vous verrez, pour les différentes bases, il y a une bulle pour chaque base. Génial. Il y en a même une pour la 7, où on le voit sur un trampoline qui dit « Super, ce soir, je vais m'amuser, ça va être génial. » C'est sa façon d'aborder. Super. Voilà. Et après, il y a la troisième création. Alors là, c'est la création, je vais le mettre il y a bientôt, on est en train de le finir. C'est un e-book que j'ai préparé, qui sera mis en ligne peut-être sur Amazon et puis et sur mon blog. Alors, je vais te parler un instant, justement, je voulais en parler de ton e-book, mais juste avant, je voulais savoir un petit peu, bon, alors l'énéagramme, on voit beaucoup de thérapies parallèles, etc., qui existent. Est-ce qu'on peut comparer justement l'énéagramme ou l'associer à d'autres thérapies et surtout aux neurosciences? Parce que, est-ce que ça en fait partie ou est-ce qu'on peut simplement les comparer ou est-ce que ça en approche ou est-ce que c'est carrément opposé, quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est complémentaire de toutes les thérapies. Ce que je dis souvent... Des fois, il m'est arrivé de coacher une personne, et puis après, derrière, il fallait quand même qu'elle soit suivie par un psy, parce que c'était beaucoup plus profond. J'avais repéré sa base, et on avait fait un test au niveau de la base. Et ce qui est bien, c'est que dans l'énéagramme, on peut diriger par rapport à la base vers quel type de thérapie elle devra aller. Ah, c'est bien ça. Et oui. Par exemple, si vous prenez une base 5, c'est celui qui me vient à la tête, c'est l'observateur. L'observateur... Dans l'énéagramme, c'est simple. Dans un groupe, vous le repérez tout de suite, il parle pas. Il dit pas un mot, il vous observe. Donc lui, vous le repérez tout de suite. C'est pas difficile. Et puis quand vous parlez avec lui, il faut être synthétique, parce que lui, il veut apprendre et il veut comprendre. Ça, c'est la dynamique de cette base-là. Mais si vous le mettez dans une thérapie analytique, type psychanalyse, eh bien, il va continuer. Ah oui, d'accord. Alors lui, peut-être, il y aura peut-être plus un travail dans le comportemental. Oui, peut-être thérapie de groupe, thérapie dans l'action. Parce que si on le met sur un divan, on va le mettre dans sa bulle et il va continuer à gamberger. D'accord? Peut-être une base 7, peut-être aussi, alors c'est peut-être pas de la thérapie, mais aussi peut-être de la sophrologie, de la méditation, pour le calmer, pour le ralentir, parce que dans ses pensées, ça part. Voilà. C'est un complément, là. Ça peut être un complément de tout. Ça peut être, par exemple, si... Moi, je sais que je fais du coaching. Moi, j'ai été formé par David Lefrançois au niveau des neurosciences. Mais souvent, quand je reçois la personne en thérapie, il y a toujours une partie où je lui fais un test énéagramme pour voir où elle se trouve. Et là, je commence à adapter mon coaching par rapport à la base qu'elle est. Ah, c'est important quand même. Voilà. Et ça donne une indication, mais c'est un complément de tout. Ouais, c'est un complément peut-être de ce que tu fais toi aussi par rapport aux jeunes intermittents. Peut-être quand tu vas conseiller, si tu vois une base, par exemple, les gens qui sont de ma base, qui sont à la base 9, on a tendance il faut les remuer un peu parce qu'ils peuvent très vite tomber dans la paresse. C'est ma base à moi. Donc là, il va falloir peut-être le bousculer un petit peu plus, le confronter pour qu'il avance. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah ouais, parfaitement. Alors, juste une chose, pour info, j'ai coaché une personne qui est venue me voir, et elle était suivie par un psy.
Et moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, si la psy est d'accord, on fera le coaching à côté. Elle était OK et tout. Et on a fait justement l'énéagramme à côté, et ça lui a apporté beaucoup. Parce que ça l'a déculpabilisé de beaucoup de choses. Génial. Par exemple, vous voyez une base 4, qui est le romantico, tragico. Je rigole avec ça. Qui est beaucoup dans les émotions, dans la quête de sens, dans l'intensité de la vie. Donc, je peux pas le détailler. Mais il part souvent dans les émotions hautes, dans les émotions basses. Et j'avais une personne que je connais, mon entourage, et qui ça l'a déculpabilisé parce qu'elle s'est dit, en fait, ça fait partie de ma construction. Donc là, il y a fait un travail dessus, et elle est nettement mieux avec ça maintenant. Ah, ça c'est important quand même. Donc oui, voilà, donc ça agit vraiment avec, voilà, où que la personne soit, si elle suit si elle suit voilà, qu'elle soit dans la médecine parallèle ou dans la médecine traditionnelle, l'énéagramme peut apporter beaucoup à ces personnes, quoi. Tout à fait. Ça c'est quand même très très intéressant. Alors Jean-Pierre, j'allais dire pour finir, tu as écrit un livre qui va bientôt sortir, tu en parles à l'instant, qui va bientôt sortir apparemment normalement sur la plateforme Amazon. Alors, si tu peux nous résumer un petit peu ton livre, de quoi il va parler, sans rentrer trop dans les détails, parce que les gens, je pense qu'ils se le procureront pour en savoir plus. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre que tu viens tout juste d'écrire apparemment, et qui est tout chaud, quoi, tout chaud, alors, oui. à te présenter. Alors, je suis tout content parce que on a travaillé, on était avec une autre personne qui m'a aidé dans la rédaction. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire un e-book qui soit simple, qui va... Alors après les 2 petits tests que je vais vous envoyer, bien sûr, qui sera un complément qui va détailler chaque base et qui va donner surtout quels sont les chemins d'évolution pour, si vous avez repéré une base qui est dans cet e-book, comment je peux évoluer avec ça. D'accord. Qu'est-ce qui va me permettre, peut-être qu'il y aura une prise de conscience et peut-être qu'il y aura une amorce de changement par rapport à ma base qui est la mienne. Oui, ce que je veux dire, si ça te parle, ça? Ah oui, carrément. C'est de vraiment... Ah oui. Alors, j'indique un peu dans mon parcours, un peu mon tracé de vie, donc qui je suis, je me présente dans cet e-book, et c'est surtout vraiment de détailler chaque partie de chaque base, et comment je peux évoluer, et comment il s'est construit, et quand il est dans ses passions. Vous voyez, par exemple, je vous en cite juste un petit peu au départ, la base 1, qui est le perfectionniste, lui, il s'envoie un double message, c'est « Je veux que le monde soit parfait, et moi, je vais être parfait à l'intérieur de moi. » C'est-à-dire qu'il s'envoie un double message. Et il va être dans le détail, il ne va pas lâcher. Alors bien sûr qu'il a développé des qualités. L'amour du travail bien fait, le respect des règles, le respect de la loi. Tout ça, ce ne sont pas des défauts, la ponctualité. Moi, je dirais que là-dedans, il n'y a rien à dire. Sauf que lui, il ne lâche pas prise. Il a pris et il va s'y concentrer dessus, il ne va pas lâcher. Et il y a des moments où il aura peut-être envie de se mettre en colère, il va garder cette colère au fond de lui, ça va le tarauder, parce que se mettre en colère, c'est pas correct, c'est pas être parfait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai détaillé. Et lui, son chemin d'évolution, ça je vais l'expliquer dans l'e-book, c'est vraiment de lâcher prise. Les autres bases doivent lâcher prise. Bon, alors, chez lui, c'est particulier. Alors peut-être que dans votre entourage, j'en ai peut-être un qui est base 1. C'est de temps en temps de lui dire, vous lâchez, faudra lâcher prise. Lâche. Peut-être t'es dans ce travail, écoute, recule un peu, prends du temps, détends-toi, tu y reviendras demain. Voilà. Moi, j'ai souvent été confronté dans mes stages à des gens qui sont de cette base-là. Voilà. Et par rapport aux gens que tu rencontres, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a plus de personnes dans une certaine base ou non? C'est une question qui me vient à l'esprit à l'instant. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes où on retrouve souvent des personnes dans une certaine base, ou non, c'est vraiment dispatché, chaque personne est unique et non, il n'y a pas vraiment de tendance, quoi. Alors, je voudrais quand même répondre à plusieurs questions là-dessus. C'est que, pour moi, je ne vais pas être réducteur et vous mettre dans un chiffre. Ça serait dommage. Parce que chacun a son histoire. Ça donne simplement une indication de comment je me suis construit, mais chacun a sa propre histoire. Pour rapport à ce que tu dis, peut-être, je dis souvent sous forme d'humour, c'est que je suis d'une base 9, mais il y a des grandes chances qu'il y ait un Chinois en Chine qui est d'une base 9 comme moi. Alors, il a été fait quelques statistiques quand j'ai été formé, que j'ai été certifié par le CEE, avec Éric Salmon, que je salue s'il écoute cette vidéo. Et il me dit... Il me disait,
il y a à peu près un nombre exact, à peu près, c'est proportionnel, D'accord. de bases dans ce monde, qui sont des représentants de D'accord. tous. Il n'y en a pas plus un, plus deux. Voilà. Très intéressant ça. Voilà. C'était une question qui m'est venue. Vraiment, je me suis dit, tiens, est-ce que... Eh ben non, il y a à peu près un nombre, c'est à peu près un nombre représentant. Alors, il y a souvent une question qui m'est posée, mais est-ce que on va être construit sans aucune base et avoir toutes les bases? Oui, C'est souvent. par exemple, ça aurait pu être ma question aussi. Et oui, exactement. À l'opposé, oui. Alors là, la réponse, c'est que normalement, alors dans le cercle, on les a toutes. Alors, on a des petits pourcentages. Mais il y en a une qui est peut-être à 75, 70%, mais qui est là, qui est prégnante, qui va constamment venir en avant. Et c'est celle-là qu'il faut détecter. Parce que même en tant que coach, par exemple, s'il y a des coachs qui m'entendent, quand je suis dans ma base et enfermé dans ma base et que je coach quelqu'un, je risque peut-être de me tromper. Parce que souvent, celui que je coach va rentrer en résonance justement avec cette base. Ah, d'accord. Par exemple, moi, quand je coach, j'ai du mal à être confrontant avec celui que je coach. Et pourtant, de temps en temps, il faut que je sois confrontant. Mais j'avais tendance à faire des coachings avec ma base qui est neuve. Et la base neuve, qui est la mienne, c'est on veut que tout soit harmonieux. Que toutes les relations soient harmonieuses. On veut que celui qui me regarde, il soit dans l'harmonie. Qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de lézard, que tout se passe bien, que tout soit harmonieux. Sauf qu'on est dans une vie où des fois il y a de la confrontation, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir que moi en tant que coach, moi en tant que dirigeant, moi en tant que père de famille, moi en tant que couple, moi en tant que relation amicale, je vais peut-être être dans un conflit. Et ça, il va falloir que je l'accepte, c'est comme ça. Sauf que là, ceux qui sont de ma base, la mienne, le neuf, ils ont tendance à se mettre sous la table et à la fuir. D'où l'importance de quand même de connaître cette base-là, celle qui est prédominante chez moi. Alors certainement que les autres, je les ai développés. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est de développer les autres. Par exemple, je suis à des années-lumière du perfectionniste. Mais de temps en temps, pour certaines choses, par exemple, aujourd'hui, j'ai amené la caméra, on a amené les micros, on a fait des réglages, on a été très pointilleux. Parce que je suis pas dans la vie de tous les jours. Mais là, dans un moment, je suis obligé de déplacer cette énergie. Je suis obligé de la mettre en place. Parce que c'est pas la mienne, elle n'est pas habituelle. Ce que j'ai repéré chez mon ami Fabrice, c'est que c'était un galuron. Toujours positif, alors je vous le donne en mille, sa base. Je suis à l'aise avec lui. Le galuron. On peut peut-être aller voir de l'épicurien, la base 7. La base 7, voilà. C'est parce que j'ai entendu tout à l'heure, il me semble bien que je serais souvent en base 7. Bon, je lui laisse parce qu'il m'interviewe. Alors vas-y, dis-moi. Alors du coup, ce qui est intéressant déjà, c'est que je vais aller faire ton petit test, là, moi aussi, puisque, comme je te l'ai dit, ça m'intéresse vraiment. Et par rapport à ça, je verrai un petit peu la suite et en savoir un petit peu plus sur moi-même et sur ma base, et essayer d'aller chercher un petit peu moi aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant. Je voulais un petit peu qu'on revienne un petit peu sur ton enfance en fait. J'aurais voulu voilà, je voulais pas finir cette interview sans revenir un petit peu sur ton enfance, parce que je t'ai entendu en dire 2-3 mots tout à l'heure. Et souvent, c'est vrai, quand on vient comme ça, quand on est un petit peu à vouloir aider les autres, à vouloir toujours être comme ça, c'est qu'au départ, il y a toujours il y a un pourquoi, il y a un comment. Et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé, si tu le souhaites, développer un petit peu plus. Et ça a fait un petit tilt dans ma tête et je me suis dit, ouais, je commence à comprendre un petit peu Jean-Pierre, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Et je me suis dit, je commence à voir un petit peu la personne qui est toujours là à donner, à vouloir faire plaisir, à vouloir aider les autres. Ça vient quelquefois d'assez loin, d'assez profond. Alors si tu veux bien nous parler un petit peu de ton enfance, et ça sera, je pense, ma dernière question. Et je pense que ça va intéresser quelques personnes. S'il te plaît, Jean-Pierre. Voilà. Donc là, nous sommes dans la séquence émotion. L'émotion est remontée chez moi. Ouais, exactement. Alors, moi, si vous voulez, je suis né d'un père et d'une mère, et d'un papa qui était portugais, qui est arrivé de son Portugal natal à 16 ans, avec son histoire. Et je suis le dernier d'une famille, d'une fratrie de 5 enfants. D'accord. Et j'étais le dernier, avec 21 ans d'écart avec mes premiers frères. Et mon père avait reçu comme éducation frapper, c'est tout.
Et il s'est marié avec une femme qui avait 16 ans, qui a eu son premier enfant à 16 ans. Et c'est vrai que le couple, il tournait avec leur histoire. Et c'est vrai que j'ai été élevé dans des nourrices, dans des pensions, et je me rappelle une pension, on avait droit à une visite par mois. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été blessées chez moi, qui ont été cassées. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais de toute façon, c'est ton passé, il va falloir que tu fasses avec. Donc de temps en temps, ces blessures sont toujours là. Je m'en accommode, je fais avec. D'accord. Mais ça, je suis sûr d'une chose, c'est que quand on pense à l'énéagramme, c'est vrai que ça a développé un type de personnalité. C'est dans la souffrance, parce que je savais ce que c'était quand même de souffrir, dans le manque d'affection, le manque d'amour, que c'est quelque chose que j'ai travaillé sur moi. Et c'est surtout parce qu'à une époque de ma vie, à la quarantaine, je me suis aperçu que il y avait quelque chose qui clochait. Bon, j'étais sapeur-pompier, j'avais le métier que je voulais, mais je sentais que c'était pas ça qui allait me rendre heureux. Ça en faisait partie, mais ce n'était pas que ça. Et un jour, en revenant d'une intervention, c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai commencé à me mettre en chemin. Je dirais, c'est que j'ai entendu une cassette d'un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé, qui est très connu. C'était comment être un bon compagnon pour soi. Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même mis en éveil. Donc j'ai écouté ça et je me suis dit, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il disait dans cette cassette, si je suis un bon compagnon pour moi, je vais être un bon compagnon pour les autres. Seulement, ça a été que le début, ça a été que l'amorce. Donc j'ai rencontré plein de choses. Et à un moment donné, j'ai même monté une association où j'ai fait venir des grands conférenciers comme Lise Bourbeau, le regretté Guy Corneau. Et puis à un moment donné, je me suis dit, moi j'aimerais faire passer un message aussi. Et quand je voyais tous ces conférenciers, il y avait quelque chose qui m'attirait, qui me disait, j'aimerais bien faire comme eux. Et il fallait simplement que je trouve l'outil, ou les outils. Mais les deux outils que j'ai trouvés sont vraiment l'énéagramme, qui sont plus ma partie, ça me parle bien, et les neurosciences. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Même le jeûne intermittent, c'est excellent. On fait partie d'une association dans le Rouennais, on voulait en dire deux mots. Oui, voilà, le MEPR, ouais. Mieux-être en Pays Rouennais. D'ailleurs, j'ai une réunion avec eux ce soir. On se retrouve tous les soirs. On fait des salons. Alors là, nous avons des gens qui travaillent sur les allergies. Il y en a qui font des massages sur la méthode de Melt. Moi, je fais la partie énéagramme. Il y a des naturopathes. On se retrouve le soir, on est en discussion, on organise, on partage. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense que on va vers cette forme de collaboration. Je crois qu'on rentre dans le collaboratif. Aujourd'hui, j'arrive dans ma 6e décennie. Moi, j'ai connu plutôt qu'en haut de la pyramide, il y avait quelqu'un qui guidait tout le monde. Maintenant, avec l'Internet, avec le numérique, regardez, là, on est en direct, là, aujourd'hui. On peut partager des choses dans le collaboratif. Carrément. Je vois alors on habite avec Fabrice, on habite à 800 mètres l'un de l'autre. Alors qu'on se connaissait pas, on se connaissait pas. Voilà, on s'est connus par rapport à l'Académie Zéro Limite, c'est quand même dingue, quoi. C'est vrai, l'Académie Zéro Limite. Ouais, c'est quand même dingue. S'il y en a qui nous écoutent, on les salue. Et on peut partager. Je l'ai interviewé sur le jeûne intermittent, il m'a interviewé sur l'énéagramme. Là, j'ai peut-être fait une demande à Paul Pironnet, je ne sais pas s'il me répondra, mais on pourrait peut-être faire une interview. Oui, c'est le partage et c'est vraiment le collaboratif pour faire monter tout le monde en puissance. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Après, dans mon parcours, alors pour revenir simplement à mon enfance, quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis retrouvé à un moment donné de ma vie à 16 ans, tout seul dans la rue avec mes valises. J'ai atterri dans un foyer de jeunes travailleurs, j'ai travaillé en usine, avec un seul diplôme en poche, mon certificat d'études primaires. Alors, c'est vrai qu'après, en tant que pompier aussi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'un jour j'ai été chercher en intervention un SDF dans la rue en plein hiver, qui est en train de mourir en hypothermie. C'est quand la température du corps descend à 35 degrés. Donc on l'a mis dans l'ambulance, on l'a réchauffé, et je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui était en pension avec moi, et qui avait vécu la même histoire que moi. On était resté une dizaine d'années dans cette pension, qui était un peu dure. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne me rappelle plus. Ça me reviendra peut-être. Les choristes, voilà, c'était un peu ça. Même puissance un peu plus fort. Et je lui posais la question quand on a monté en ambulance, je disais, et je m'étais aperçu qu'il avait des croyances qui étaient vraiment limitantes. Pour lui, c'était fini. Et c'est vrai que je me suis posé la question, je me dis, avec un même vécu,
On n'a pas les mêmes croyances. Pourquoi on n'a pas les mêmes croyances? Pourquoi moi j'essaye de m'en sortir, et pourquoi lui, qui a à peu près vécu la même chose que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'interrogeait. Voilà, mon enfance ça a été ça, quoi, bercé de nourrice, avec des parents, il y a le pardon, parce qu'eux, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Ouais, bien sûr. Et j'ai vécu, et j'ai essayé, après moi, en faisant ce travail sur moi, j'essaye le plus possible. C'est la question, et je fais un peu comme Martin Latulippe aussi, hein. J'ai vu qu'il avait posté une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est toujours essayer de m'améliorer un peu chaque jour. Même si je travaille sur ma base, mais de m'améliorer, de me dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux amener. Voilà, exactement, c'est faire des petits pas qui amènent des grands pas. Alors je le remercie beaucoup. Hein. Non, c'est moi qui te remercie, Jean-Pierre. On a une petite question ici, je vois. J'ai pas eu le temps de regarder les questions parce que c'était tellement passionnant. Et je t'ai senti bien ému sur la dernière question. Mais je voulais vraiment que tu nous expliques un petit peu pour que les personnes vraiment te connaissent. Et voilà, je te remercie énormément. Alors j'ai Kaina A qui dit: j'aime beaucoup la simplicité et tes propos et ton énergie, bravo. Ah, donc voilà, alors c'est Kaina HA, donc Kaina HA. Kania, alors, voilà. Écoute, Kania, je te remercie beaucoup. Hein. Si j'ai pu t'apporter des choses, si tu as une question, alors on n'a pas regardé les questions. Attends, on va vérifier. On a ici Claire Austral Martin, alors qui dit notre enfance a un impact sur nos choix de vie. En prendre conscience nous permet d'avancer, d'accepter. Alors là, ça cache un petit peu après, d'accepter et de changer les choses. Ça me parle, j'ai eu une enfance similaire. Ah bah super, voilà. Tu vois, Jean-Pierre, que c'est des fois quand on raconte un petit peu, quand on se livre, on s'ouvre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent parce que chacun a son vécu. Et je trouve ça bien et je trouve ça courageux d'en avoir parlé, quoi. Vraiment. Vraiment. C'est vrai que ça, des fois, je l'éteins un petit peu, j'en parle pas. C'est vrai. Alors, attends, c'est Claire. Claire. Ouais, Claire Austral Martin. Ouais, Claire, mais je te comprends tout à fait. C'est un avantage quand même, un avantage. Et quand on l'a vécu, quand on y était dedans, ça pouvait être compliqué. Et c'est un avantage, c'est que on touche des zones de souffrance, mais ça nous impacte parce qu'on sait vers quoi on doit aller. Vers plus, parce que quand on a conduit cette forme de souffrance, on sait ce que c'est. On l'a ressenti, et c'est comme ça qu'on peut éprouver plus de compassion pour les autres. Exactement. Bon, attention, je ne dis pas qu'il faut rester dans la souffrance. On peut aussi changer dans la joie et dans quelque chose qui est bien. Mais je dis que c'est un plus, parce que souvent les gens qui ont fait des démarches de développement personnel, quand on les entend, hein, même j'ai vu l'histoire de Fabrice, qui est à côté de moi, hein, je vous invite à regarder l'interview qu'on a fait sur le jeune, lui aussi a traversé une histoire dure. Et souvent, ça nous impacte, et ça nous rend, je dirais, entre guillemets, plus humains. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est cette souffrance qui a été émise peut se transformer en quelque chose de bien. Mais ça, il va falloir y faire un travail dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc j'ai Tina Normand qui dit: super, bravo les amis, avec un joli smiley, 2 outils que j'utilise en coaching. Salut Tina Normand, salut à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Excuse-moi, je t'ai coupé. Salut Tina. Ah bah Tina, c'est un écrivain qui a fait un stage avec moi, avec Abdelkir. Oui, j'ai vu sur le site, j'ai vu quelques images. Ouais, super Tina, bah écoute, je te remercie hein, Tina, beaucoup. On va la repartager cette vidéo. Alors tu sais que pour le titre, hein, on est toujours un petit peu, on ne sait pas quel titre on va mettre, mais ça va bientôt se décider. Ouais. C'est peut-être le tien, celui que tu m'as proposé pour l'e-book qu'on va peut-être mettre en place. J'ai eu toutes les critiques. Il y en a qui les ont jetés, mes titres. Il y en a qui les ont acceptés. Alors moi, j'essaye de faire un sondage. Vous voyez, là, je suis enfermé dans ma base. Parce que là, dans la base, c'est... Et qu'est-ce que je fais? La base 9, mes priorités, comment je vais mettre? Ah, maintenant, je vais prendre l'information à droite et à gauche. Et voilà, là, je peux être pris dans les travers. Sauf que là, vous voyez, j'en ai conscience et je prends un peu de recul. Je sais qu'avec du recul, on pourra trouver le bon titre. Voilà, en s'adressant aux bonnes personnes, en s'adressant un petit peu, voilà. C'est vrai que seul on avance, mais à plusieurs, on fait d'énormes choses et c'est bien d'en prendre conscience, quoi. On le sait souvent, mais il faut bien se le garder dans la tête et en prendre conscience, quoi.
Alors, juste une dernière chose, j'ai une chaîne YouTube, hein, vous tapez Jean-Pierre Vaz Torres, où là j'ai mis des vidéos sur les différentes bases. Donc si vous voulez les consulter, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien ça. Voilà, où je détaille les différentes bases. Et puis j'ai aussi mon site, hein, c'est comment-du-6, vivre-du-6, ça-du-6, vie.org. Comment-du-6, vivre-sa-vie.org. Comment vivre sa... Merde, j'arrive plus à le dire. Vous êtes d'un trait, du coup, hein. Comment vivre sa vie.org et entre chaque mot le tiret du 6. Voilà. Alors il commence à être en cours de construction. On va y mettre des vidéos. On commence à mettre des choses. Et puis j'ai une page pro si vous voulez la consulter. C'est Jean-Pierre Vaz Torres sur Facebook. Et j'ai une page pro, vous pouvez la consulter où je mets des jeunes des conseils. Là, cette vidéo sera mise sur la page pro et sur la page perso. Voilà. Super Jean-Pierre. Eh bien écoute, j'ai été super content, mais vraiment sincèrement, ça me vient du fond du cœur de faire cette interview avec toi. C'est ma première interview en tant qu'intervieweur, je tenais à le dire. Et donc désolé s'il y a des bégaiements, s'il y a des petits... voilà. Mais j'ai fait ma première interview imparfaite, comme dit notre ami Martin Latulipe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été très très heureux de faire cette interview avec toi. Et j'ai appris, ainsi que les personnes qui écoutent ce live, vraiment beaucoup de choses, et ça me donne, moi, perso, envie d'aller plus loin et d'en savoir un peu plus sur l'énéagramme. Je sens qu'il va venir à un de mes stages. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, bah écoutez... Je crois que je suis sur la bonne voie, oui, c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, carrément. Ah, je vais couper le micro, je t'ai embêté. Non, pas de souci, on partage tout. Alors écoutez, je vous souhaite une belle après-midi, et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo, où là, je vous mettrai quelques petits exercices sympathiques pour que vous essayiez de découvrir votre base. À très bientôt. Salut les amis, à bientôt et à une prochaine fois. Bye bye.